Dis que je suis ton mari, dit le millionnaire à la femme au bal de luxe, et elle resta sans voix. Dans une ruelle discrète du 7e arrondissement de Paris, là où les passants pressés croisent des diplomates, des héritiers et des mannequins dissimulés derrière des lunettes noires, se trouvait l'atelier floral Fleur de Silence. Derrière sa vitrine poudrée de rosée et ses compositions suspendues, comme des œuvres d'art en lévitation, une jeune femme travaillait dans l'ombre, Camille Morel. Elle n'attirait pas les regards, et cela lui convenait. Ses mains racontèrent des histoires que sa bouche préférait taire. 30 ans, silhouette fine, gestes précis, elle possédait ce mélange rare d'élégance tranquille et d'effacement volontaire. Les bouquets qu'elle assemblait ornaient les halls d'hôtels 5 étoiles, les tables de banquets d'ambassade, les coulisses de défilés de mode, mais jamais personne ne lui demandait son nom. On parlait d'elle comme on parle d'un parfum agréable dont on ignore l'origine. Camille avait appris à vivre entre les murmures. Elle connaissait les secrets de la haute société parisienne mieux que quiconque, non pas parce qu'on les lui confiait, mais parce qu'elle écoutait ce que personne d'autre ne remarquait. Les visages crispés avant un gala, les messes basses entre les décorateurs, les exigences irréalistes lancées par téléphone à voix haute. Elle décorait le monde doré sans jamais en faire partie. Dans sa petite chambre mansardée, le soir elle notait les couleurs qu'elle souhaitait tester, les parfums de saison à explorer. Elle n'avait pas besoin d'un public. Sa solitude était une armure confortable, jusqu'au jour où tout changea. Un lundi matin de novembre, la patronne de l'atelier, une femme stricte au chignon impeccable nommée Madame Vernet, entra dans le bureau avec une excitation inhabituelle. Un événement d'une envergure exceptionnelle venait d'être confirmé. Le bal Lumière, une réception annuelle que l'on disait plus précieuse que les remises de Légion d'honneur. Organisé dans un hôtel particulier rarement ouvert au public, il réunissait les figures les plus influentes de France, de la mode à la finance, de la politique à la royauté déchue. Le prestige était tel que même les fournisseurs étaient soumis à une enquête de moralité. Et cette année, Fleur de Silence avait été choisie pour créer l'univers floral du bal. Camille, d'abord incrédule, comprit que ce serait elle qui mènerait le projet. Madame Vernet la désigna sans hésitation. « Tu as l'œil qu'ils veulent, Camille. » Discret, mais précis. En une semaine, elle dut dessiner, chiffrer, commander, planifier. Elle visita les lieux sous escorte, observa les lustres de cristal, mesura les plafonds dorés, prit note des recoins sombres à illuminer de fleurs blanches et de lumière chaude. Le thème cette année, nuit étoilée. Elle imagina un ciel de pivoine suspendu, des chemins de roses argentés, des arches de gypsophile comme des constellations végétales. Pendant les jours qui précédèrent le bal, Camille travailla sans relâche. Elle dormait peu, buvait son café debout, les doigts tachés de verre, le dos courbé sur des caisses de tiges fraîches. Les préparatifs prenaient place sous une tension presque militaire. Elle dirigeait une équipe réduite, mais efficace, veillant à ce que chaque bouton de fleur s'ouvre au bon moment. Le matin du bal, elle était la première sur place. Elle vérifia les compositions, ajusta les détails, fit briller les feuillages. Vers 5 heures de l'après-midi, alors que les premières livraisons de champagne arrivaient, un contretemps survint. Une erreur dans la logistique du personnel. Un nom manquait sur la liste d'accès, un badge n'était pas attribué, un badge de trop avait été imprimé. On lui tendit une enveloppe avec un badge doré sur lequel était inscrit « Camille Morel, invité personnel ». Elle voulut protester, mais on lui coupa la parole. Trop tard pour changer maintenant. Tenez, gardez-le. On la poussa presque vers la sortie du hall de service, dans un couloir discret où des serveurs enfilaient leurs gants blancs. Elle ne comprenait pas. Invitée. C'était absurde. Elle portait encore ses vêtements de travail, un tailleur noir taché de pollen. Une costumière, passant en coup de vent, la regarda et fronça les sourcils. « Vous êtes trop visible. Suivez-moi. » En moins de 15 minutes, Camille fut vêtue d'une robe bleu nuit au décolleté sage. Ses cheveux remontaient en un chignon flou, un peu de poudre sur les joues. Le badge glissé à son poignet brillait sous la lumière tamisée. Elle se retrouva dans une salle d'attente ornée de miroirs seule. Elle tenta de s'éclipser, de retrouver l'équipe technique, mais les couloirs étaient déserts. Puis les portes s'ouvrirent, la musique se fit entendre, et un majordome annonça d'une voix solennelle « Les invités peuvent entrer ». Camille, prise dans le flot des arrivants, se retrouva propulsée à l'intérieur du grand salon. Des centaines de visages se tournaient, des flashs crépitaient.
Elle marcha lentement, cherchant une issue, le cœur battant, persuadée que tout le monde allait bientôt découvrir l'erreur. Mais personne ne la reconnaissait comme membre du personnel. Dans cette mer de paillettes, elle était une silhouette de plus, une inconnue parmi d'autres, jusqu'à ce qu'un homme, au regard magnétique, s'approche d'elle avec une détermination glaciale. Grand, élégant, vêtu d'un smoking parfaitement taillé, il s'arrêta juste devant elle. Sans sourire, sans hésitation, il murmura d'une voix grave « Dites que je suis votre mari ». Camille ouvrit la bouche, interdite. Rien dans cette soirée ne faisait sens. Elle ne connaissait pas cet homme. Pourtant, il la fixait comme s'il la connaissait depuis toujours. Derrière lui, plusieurs regards s'étaient tournés vers eux. Une femme au port aristocratique les observait avec intensité. L'inconnu posa légèrement sa main sur le bras de Camille et répéta, plus bas, « Maintenant, s'il vous plaît ». À ce moment précis, la fleuriste invisible de Paris comprit qu'elle venait d'entrer dans un jeu bien plus complexe que les arrangements floraux du bal Lumière. Et elle n'était pas certaine d'en connaître les règles. Camille n'avait pas bougé. Le murmure de l'homme résonnait encore dans son esprit, comme un écho étrange dans une pièce trop grande. « Dites que je suis votre mari ». Ces mots, sortis de nulle part, lui avaient coupé le souffle. Elle, une simple fleuriste parachutée au milieu de l'élite parisienne, se retrouvait maintenant à jouer un rôle qu'elle ne comprenait pas. L'homme devant elle ne semblait ni hésitant, ni maladroit. Son ton était ferme, son regard assuré, comme s'il donnait un ordre dans une langue secrète que seuls quelques initiés pouvaient décoder. Camille, pourtant, n'avait jamais appris à répondre à ce genre de requête. Elle secoua doucement la tête, le souffle court, mais avant même qu'elle ne puisse formuler une question, il s'était rapproché, réduisant la distance entre eux de manière imperceptible. « Faites-moi confiance, ce ne sera que quelques minutes. On nous observe. » Son regard glissa derrière elle, vers la femme élégante qui les fixait avec insistance. D'instinct, Camille jeta un coup d'œil furtif et vit que la femme en question parlait à un homme plus âgé, un verre de champagne à la main, mais ses yeux restaient rivés sur eux. Camille ne savait pas qui elle était, mais l'éclat froid dans son regard suffisait à lui faire comprendre que cette personne ne la porterait probablement pas dans son cœur. Le cœur battant, elle prononça presque sans réfléchir « C'est mon mari ». Ce furent des mots dits du bout des lèvres, à peine plus forts qu'un souffle, mais suffisants pour provoquer un changement subtil dans l'atmosphère autour d'eux. L'homme esquissa un léger hochement de tête, comme s'il venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Il tendit son bras, et Camille, prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires, y glissa le sien. Ils avancèrent ensemble dans le salon, à travers la foule de têtes tournées, les regards curieux, les sourires calculés. Elle se sentait prisonnière d'une scène écrite pour une autre actrice, piégée dans un costume qui ne lui appartenait pas. Pourtant, il y avait quelque chose de rassurant dans la manière dont il la guidait, comme s'il avait déjà répété ce rôle des dizaines de fois. Ils marchèrent jusqu'à une alcôve discrète près des fenêtres donnant sur le jardin illuminé, et c'est là qu'il s'arrêta, se tournant vers elle avec une expression plus douce, presque complice. « Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans sans prévenir. C'était une situation urgente. » Camille, toujours sous le choc, tenta de reprendre le contrôle. « Qui êtes-vous? Et pourquoi m'avoir choisi, moi ?» Il sembla hésiter une fraction de seconde, puis répondit « Étienne. Étienne Belle-Rose. » Le nom ne lui était pas totalement inconnu. Elle l'avait entendu plusieurs fois à travers les conversations lors des événements qu'elle avait décorés. Un homme d'affaires discret, héritier d'un empire industriel, réputé pour sa fortune immense, mais encore plus pour son goût du silence. Il fuyait les apparitions publiques, n'accordait jamais d'interview, et pourtant, chaque décision qu'il prenait faisait trembler les marchés. Camille sentit une vague d'incrédulité la traverser. Étienne Belle-Rose. Ce genre d'homme ne pouvait pas simplement approcher une inconnue et lui demander de se faire passer pour sa femme. Il devait y avoir une erreur, une mauvaise plaisanterie. Pourtant, il la regardait avec une sincérité étrange, comme si cette mascarade était pour lui une évidence. Elle n'avait aucune raison de lui faire confiance. Et pourtant, elle ne s'était pas encore enfuie. Il reprit plus bas. « Il y a ici quelqu'un que je devais éviter à tout prix. Elle est tenace, et elle croit que nous allons nous fiancer ce soir. Si elle me voit avec une épouse, même imaginaire, elle comprendra que ces manigances ne fonctionnent pas. » Camille cligna des yeux, abasourdie. « Vous voulez dire que j'étais une diversion ?» Il pencha légèrement la tête. « Une solution. Improbable, j'en conviens.
mais efficace. Elle le fixa, cherchant à détecter une once de moquerie, un pli dans son sourire qui trahirait l'arrogance ou la manipulation. Mais rien. Juste ce regard calme, presque fatigué, d'un homme habitué à se débrouiller seul dans un monde de pièges invisibles. 1 heure, c'est tout ce que je vous demande. Après cela, vous serez libre. Camille croisa les bras. Elle aurait dû partir. Elle le savait. Rejoindre les coulisses, rendre cette robe, effacer toute trace de cette étrange soirée. Et pourtant, quelque chose la retint. Peut-être était-ce la curiosité. Peut-être l'envie de comprendre pourquoi elle, simple fleuriste, avait été choisie pour jouer un rôle dans un théâtre qui ne lui appartenait pas. Elle acquiesça lentement. 1 heure, pas 1 minute de plus. Étienne sourit, cette fois pour de vrai. Un sourire rapide, presque imperceptible, mais qui réchauffa l'air autour d'eux. Parfait. Alors jouons. Ils revinrent dans le salon principal, où la musique avait repris. Les couples dansaient sous un ciel de fleurs suspendues que Camille avait elle-même conçu. Ironie délicieuse. Personne ne savait que la femme qui déambulait maintenant au bras d'Étienne Belle-Rose était la même qui, quelques heures plus tôt, accrochait les dernières orchidées sur les balustrades. À présent, elle se trouvait au centre d'une intrigue qu'elle n'avait ni initiée, ni prévue. Les invités chuchotaient. Des regards se croisaient, s'évaluaient, spéculaient. Une vieille femme aux doigts couverts de bagues lui adressa un sourire ambigu, comme si elle cherchait à deviner d'où venait cette nouvelle venue. Étienne, lui, restait imperturbable. Il saluait, présentait Camille comme son épouse avec une aisance déconcertante. Elle se contentait de hocher la tête, de sourire avec retenue, de laisser le mystère l'envelopper comme une cape. Mais plus les minutes passaient, plus Camille sentait que cette comédie risquait de devenir un piège. 1 heure, avait-elle dit. Mais dans ce monde, les horloges obéissaient à d'autres règles. Camille ne savait plus exactement depuis combien de temps elle jouait ce rôle. L'heure promise semblait s'être dissoute dans le tumulte des conversations feutrées et le cliquetis délicat des verres de cristal. Elle ne pouvait s'empêcher de scruter discrètement le profil de cet homme qui l'avait entraîné dans une comédie improvisée. Ce millionnaire énigmatique dont le nom ouvrait des portes dans les sphères les plus fermées de Paris. Étienne Belle-Rose. Il avait cette prestance silencieuse de ceux qui n'ont pas besoin de parler fort pour qu'on les écoute. Chaque mouvement, chaque inflexion de son regard semblait calculé mais naturel, comme s'il évoluait dans ce monde doré depuis toujours sans jamais y appartenir vraiment. Il présentait Camille comme son épouse avec une fluidité déroutante. Jamais il ne bafouillait, jamais il ne trahissait une hésitation. Quand un couple leur demanda depuis combien de temps ils étaient mariés, il répondit avec un sourire maîtrisé « Assez pour que je me demande comment j'ai fait pour vivre sans elle avant ». Et cette phrase, glissée dans un éclat de conversation mondaine, troubla Camille plus qu'elle ne l'aurait cru. Ce n'étaient pas tant les mots que le ton employé. Il y avait là une chaleur inattendue, une douceur étrange, presque sincère. Elle se rappela qu'elle ne savait rien de lui, sinon son nom, sa fortune et cette urgence soudaine qui l'avait poussée à l'inventer comme épouse. Mais alors qu'il traversait un petit salon attenant, décoré de bougies et de compositions florales signées de sa main, quelque chose d'inattendu se produisit. Étienne se tourna légèrement vers elle et, comme s'il lisait dans ses pensées, murmura « Vous avez remarqué ? C'est votre œuvre, ici. » Camille resta figée. Elle n'en avait parlé à personne. Comment pouvait-il savoir? Étienne continua, regardant distraitement les pivoines suspendues. « J'ai reconnu votre style. Discret mais structuré. Vous êtes la seule à penser les volumes comme ça. Je l'ai vu dans d'autres événements, vous y étiez aussi, n'est-ce pas ?» Camille sentit son cœur battre plus fort. Il ne s'agissait donc pas d'un simple hasard. Ce n'était pas un pur concours de circonstances. Étienne Belle-Rose l'avait remarqué avant ce soir. Mais pourquoi? Et surtout, comment avait-il fait pour si bien dissimuler cet intérêt? Elle avait toujours été persuadée que personne ne la regardait, que les riches qu'elle servait avec ses fleurs la considéraient à peine. Et voilà qu'un homme comme lui, un homme qui aurait pu choisir n'importe quelle femme du gratin parisien, avait non seulement retenu son visage, mais aussi reconnu son style floral comme une signature. Elle l'observa à son tour, tentant de déchiffrer ce mystère ambulant. Il ne portait aucun bijou, sauf une montre ancienne au bracelet de cuir. Ses cheveux bruns étaient décoiffés avec soin, sans excès. Il ne portait pas l'arrogance habituelle des hommes riches qu'elle croisait souvent. Il avait une manière d'être présente sans envahir,
de s'imposer sans dominer. Ce genre d'équilibre était rare et dangereux, car il devenait difficile de distinguer la sincérité du calcul. Ils dansèrent ensuite. Camille n'avait pas dansé depuis des années, pas dans ce genre d'endroit. Étienne la guida avec une aisance douce, comme s'il connaissait ses hésitations avant même qu'elles ne naissent. Autour d'eux, les couples tournoyaient, mais Camille avait l'étrange sensation que le monde s'était un instant réduit à la surface brillante de leurs regards. Elle aurait dû être mal à l'aise. Elle aurait dû reculer, briser cette illusion. Et pourtant, elle se surprit à sourire, à se laisser entraîner, à oublier qu'elle ne faisait pas partie de ce monde. Au détour d'un mouvement, il lui demanda « Est-ce que vous vous sentez toujours étrangère même quand vous êtes au centre ?» La question la désarma. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de poser ses yeux sur le lustre gigantesque au-dessus d'eux, dont les cristaux reflétaient des centaines de petites lumières dorées. Finalement, elle murmura « Je crois que je me sens toujours invisible, même quand on me regarde. » Étienne hocha la tête, comme si cette réponse confirmait une vérité qu'il connaissait déjà. Plus tard, alors qu'il prenait un verre à une table basse dans un coin plus calme, Camille osa poser la question qui lui brûlait les lèvres depuis un moment. « Pourquoi moi, Étienne ? Pourquoi m'avoir choisi parmi tous ces gens pour jouer votre épouse ?» Il la fixa un instant, puis baissa les yeux sur son verre de vin. « Parce que vous n'étiez pas comme eux. Parce que vous n'avez pas essayé de me séduire, de me flatter, de m'approcher. Vous étiez là, toujours là, silencieuse, concentrée, et je vous ai vue, plusieurs fois. Et à chaque fois, je me suis dit que vous aviez quelque chose que les autres n'avaient pas. Vous ne demandiez rien, vous étiez vrai. » Camille sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Était-ce une déclaration ou une mise en garde? Elle ne savait plus. Tout devenait flou. Les frontières entre vérité et jeu s'effaçaient lentement. Étienne lui tendit une coupe. « À la meilleure décision absurde de ma vie. » Elle trinqua, presque malgré elle. Et à cet instant précis, elle comprit que cette mascarade allait bien au-delà d'un simple arrangement de façade. Quelque chose se tramait, quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas encore. Les rumeurs autour d'eux s'intensifiaient. On chuchotait leurs noms. On posait des questions discrètes. Qui était-elle? D'où venait-elle? Depuis quand étaient-ils mariés? Certains affirmaient de les avoir vus ensemble à Saint-Tropez. D'autres prétendaient qu'elle était une princesse d'Europe de l'Est. Plus le mystère grandissait, plus Camille se sentait engloutie dans une spirale incontrôlable. Et pourtant, malgré l'angoisse diffuse, il y avait en elle un éclat de feu, une étincelle ancienne qui ne demandait qu'à s'allumer. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus invisible. Elle devenait le centre d'une histoire, même si cette histoire ne lui appartenait pas encore entièrement. Et peut-être, au fond, c'était cela qui l'effrayait le plus. Les minutes s'égrenaient dans un bal masqué d'illusions, et ce qui avait commencé comme une improvisation timide s'était mué en une pièce de théâtre parfaitement rodée. Camille, encore surprise par sa propre capacité d'adaptation, s'étonnait à chaque regard croisé, chaque sourire contenu, chaque mot soigneusement choisi pour ne pas trahir la vérité. Pourtant, derrière l'élégance apparente et les gestes calculés, une tension invisible montait. Le rôle qu'elle jouait depuis une heure se révélait plus complexe que prévu. Il ne s'agissait plus simplement de prétendre être l'épouse d'un homme riche. C'était toute une toile de convenances, de pièges sociaux et d'attentes tacites qu'elle devait traverser sans faux pas. Étienne, lui, semblait parfaitement à l'aise. Il répondait aux questions avec naturel, anticipait les réactions, maîtrisait chaque interaction avec une précision qui relevait presque de l'orfèvrerie. Mais sous ce calme, en apparence inébranlable, Camille commençait à sentir une nervosité subtile. Il se raidissait parfois lorsque certains invités s'approchaient. Il détournait la tête trop vite quand une certaine silhouette féminine passait dans leur champ de vision. Ce n'était pas seulement une stratégie sociale. Quelque chose d'autre se jouait. Quelque chose de plus urgent, de plus dangereux peut-être. Il s'était isolé à nouveau, cette fois dans une galerie secondaire ornée de tableaux modernes et de miroirs anciens. Camille, sentant la comédie lui échapper, se tourna vers lui avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. « Dites-moi exactement ce que vous fuyez. J'ai accepté de jouer le jeu, mais je ne veux pas être une marionnette dans un plan que je ne comprends pas. » Étienne s'arrêta, la fixa un instant comme s'il pesait chaque mot, puis il souffla lentement, les épaules légèrement affaissées. « Il y a une femme ici. Elle s'appelle Margot Delacroix. Son père et le mien ont longtemps été associés. Depuis quelque temps, elle tente de forcer une union entre nous. » Camille haussa les sourcils. « Forcer? Comment ?»
Étienne hocha la tête, l'air las. Par pression sociale, rumeurs bien placées, insinuations répétées, elle manipule les apparences comme personne. Chaque fois que je la rejette, elle redouble d'efforts. Ce soir, elle comptait m'annoncer publiquement comme son futur fiancé. Elle l'a déjà laissé entendre à certains journalistes. J'ai découvert ses intentions il y a 2 jours. Il me fallait un moyen immédiat de désamorcer tout cela, une épouse improvisée. Camille le regarda longuement, sans rien dire. Tout commençait à prendre sens, mais l'irréalité de la situation persistait. « Et vous avez pensé que prendre la première inconnue venue était une bonne idée ?» Il sourit un peu amer. « Je ne vous considère pas comme une inconnue. Je vous ai vu, vous avez ce quelque chose, un calme, une élégance discrète. Et vous n'êtes pas de ce monde, ce qui vous rend imperméable à ces jeux. Margot ne pourra pas vous acheter ni vous faire peur. » Camille croisa les bras, toujours méfiante. « Et moi, dans tout ça, que suis-je censé devenir quand elle découvrira la vérité ?» Étienne s'approcha d'un pas, sans menace, mais avec une gravité nouvelle. Vous aurez disparu de son radar avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Ce n'est que pour ce soir. Ces mots, pourtant censés la rassurer, sonnèrent comme une alerte dans l'esprit de Camille. Une nuit, une illusion. Et ensuite, rien. Elle n'avait pas l'habitude de faire partie de scénarios aussi tordus. Sa vie à elle était faite de fleurs, de silence, de gestes simples. Pas de jeu de pouvoir ni de fausses alliances. Pourtant, elle était là, dans cette robe empruntée, jouant un rôle qui la dépassait. Elle soupira. « Très bien, mais je veux fixer les limites. Pas de confidences déplacées, pas de gestes intimes forcés, pas de questions personnelles devant les autres. Et à minuit, je disparais. » Étienne acquiesça. Marché conclu. Il tendit la main, comme pour sceller l'accord. Camille hésita un instant, puis la serra brièvement. La chaleur de sa paume sèche et ferme lui donna un frisson étrange. Ils retournèrent ensemble dans le tumulte feutré de la soirée. La musique battait son plein, les verres s'entrechoquaient, les rires volaient sous les lustres, et à travers tout cela, Margot Delacroix observait. Elle était grande, sculpturale, vêtue d'une robe blanche aux reflets de nacre, et se tenait entourée d'un cercle de convives suspendus à ses lèvres. Ses yeux, d'un vert presque artificiel, ne quittaient jamais Camille et Étienne. Il y avait dans son regard une forme de sourire, mais un sourire de prédateur. Camille le sentit instinctivement. Cette femme n'était pas seulement une rivale, elle était une menace. Margot s'approcha enfin. Elle salua Étienne avec une familiarité teintée de mépris et adressa à Camille un sourire tranchant. « Ainsi donc, la mystérieuse épouse. J'avoue que je ne vous attendais pas. » Camille répondit poliment sans se démonter. C'est souvent dans les surprises que se cachent les vérités les plus intéressantes. Étienne étouffa un sourire et Margot cligna lentement des yeux comme un félin qui jauge une proie. « Et depuis combien de temps êtes-vous mariés ?» demanda-t-elle d'un ton mielleux. Camille s'apprêtait à répondre, mais Étienne la devança. « 3 ans, et pas un jour sans rire. » Cette réponse fausse et pourtant si fluide la déstabilisa un instant. Elle aurait voulu le corriger, lui rappeler qu'ils avaient fixé des limites, mais le regard de Margot pesait sur elle. Elle se contenta donc d'acquiescer doucement. Margot inclina la tête puis s'éloigna sans un mot de plus. Mais Camille savait qu'elle reviendrait. Et la prochaine fois, ce serait pour attaquer plus frontalement. La soirée continua, mais l'atmosphère s'était alourdie. Camille sentait que les regards devenaient plus appuyés, que les chuchotements se faisaient plus pressants. Margot semait déjà le doute. Et si cette histoire de mariage n'était qu'un mensonge ? Qui était vraiment cette femme qui avait surgi de nulle part ? Camille se rendit compte que le jeu qu'elle avait accepté de jouer allait bientôt se transformer en une épreuve plus périlleuse. Et peut-être, cette fois, les fleurs ne suffiraient plus à masquer la vérité. Le bal continuait avec cette élégance froide et millimétrée propre à l'aristocratie parisienne. Les musiciens, dissimulés derrière un rideau de soie, faisaient résonner des airs classiques, mêlés à des arrangements modernes, tandis que les conversations s'échangeaient à voix basse, comme des accords secrets passés entre 2 coupes de champagne. Camille déambulait parmi les convives au bras d'Étienne, feignant une aisance qu'elle ne ressentait pas, répétant inlassablement le même sourire poli et distant. Pourtant, à mesure que la soirée avançait, une sensation étrange s'insinuait en elle, persistante, presque obsédante. Étienne ne jouait pas seulement un rôle. Il la regardait avec une intensité qui dépassait le cadre de leur accord. Tout avait commencé par des détails, infimes mais troublants.
Lorsqu'il passait devant certaines décorations florales qu'elle avait composées, il commentait leur structure avec une précision étonnante. Il se souvenait de la cascade de tulipes suspendues au mariage de l'ambassadeur polonais, des iris bleus posés en spirale à l'ouverture du musée Rodin. Il savait même dans quel hôtel elle avait déposé les pivoines corail pour une réception privée 3 mois plus tôt. Camille, d'abord flattée, se surprit ensuite à frissonner. Comment Étienne pouvait-il se rappeler de ces choses? Elle n'était censée être qu'une technicienne invisible, une main anonyme derrière la beauté éphémère. Mais lui semblait l'avoir observée dans l'ombre encore et encore, comme s'il avait patiemment attendu que le moment propice se présente. Elle tenta de le confronter à ce sujet au détour d'un passage entre 2 salons. « Vous m'avez déjà vu avant ce soir, plus d'une fois. Pourquoi ne m'avoir jamais parlé ?» Étienne tourna les yeux vers elle, l'air à la fois surpris et résigné. « Parce que vous étiez toujours en mouvement, et parce que je ne voulais pas rompre ce silence que vous sembliez protéger. » Camille sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il n'avait pas tort. Elle avait toujours cultivé la distance comme un refuge. Elle se cachait derrière les pétales, les rubans, les fragrances, évitant les regards prolongés, les conversations prolongées. Et pourtant, quelqu'un avait traversé ce mur sans fracas, mais la sincérité de sa réponse ne dissipait pas complètement l'inquiétude qui grandissait en elle. Étienne semblait la connaître bien au-delà de ce que leurs quelques heures ensemble auraient pu permettre. Il parlait de ses arrangements floraux comme on parlerait d'œuvres d'art, avec une émotion presque personnelle. Et plus encore, il la regardait avec ce mélange de familiarité et de regret, comme s'il portait en lui une histoire qu'il n'osait pas révéler. Le sentiment d'être observé, suivi, anticipé dans chacun de ses gestes, s'accentua lorsqu'il prononça une phrase qui la glaça. Ils étaient assis dans un salon plus intime, à l'écart du tumulte, lorsque Camille évoqua, presque malgré elle, son enfance passée à Nanterre, dans un quartier ouvrier. Étienne, sans ciller, répondit « Rue des Acacias, numéro 43 ». Une façade bleu pâle, des géraniums en pot sur les balcons. Elle le fixa, choquée. Jamais elle ne lui avait parlé de cette adresse. Ce souvenir n'avait été évoqué avec personne depuis des années. Elle se leva lentement, la voix tremblante. « Comment savez-vous ça ?» Étienne resta silencieux quelques secondes, puis se leva à son tour. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne vous ai pas fait suivre. Mais je vous ai cherché. » Camille recula d'un pas, le cœur battant. « Pourquoi ?» Il passa une main nerveuse dans ses cheveux, cherchant les mots. « Parce qu'un jour, il y a longtemps, j'ai assisté à quelque chose. Vous étiez là. Vous ne m'avez pas vu. Mais moi, je vous ai vu. Ce que vous faisiez ce jour-là m'a marqué. » Camille fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que vous racontez? Quand ?» Étienne la regarda droit dans les yeux. « C'était au cimetière de Montparnasse, il y a 6 ans. Vous déposiez des fleurs sur une tombe, pas n'importe comment. Avec un soin, une précision, comme si chaque geste avait un poids. Je venais pour mon père. Vous étiez là. Vous êtes resté longtemps. J'ai été incapable de bouger. » Camille sentit le sol vaciller légèrement sous ses pieds. Elle se souvenait de cette visite. C'était un moment douloureux, intime, presque sacré. L'idée qu'un inconnu l'ait vue dans cette vulnérabilité l'ébranlait profondément. Étienne poursuivit, plus bas. « Je ne vous ai plus oublié. Après ça, je vous ai reconnu plusieurs fois dans vos compositions, toujours en retrait, mais toujours là. J'ai fait le lien. Et ce soir, quand je vous ai vu entrer par erreur, j'ai su que c'était ma chance. » Elle avait envie de fuir, de mettre fin à cette mascarade devenue trop réelle, trop intrusive. Mais une autre part d'elle, plus obscure, plus curieuse, voulait comprendre jusqu'où cette histoire pouvait aller. Étienne, malgré sa réserve, ne semblait pas animé par la manipulation, mais plutôt par une fascination mêlée d'une forme de respect. Cela ne rendait pas sa démarche plus acceptable, mais cela la rendait au moins compréhensible. Alors qu'elle tentait de reprendre ses esprits, un serveur s'approcha discrètement pour leur signaler que le discours du maître de cérémonie allait commencer. Étienne lui tendit la main. Camille hésita un instant, puis la prit, plus par automatisme que par conviction. En retournant dans la grande salle, elle sentait les regards plus appuyés qu'au début de la soirée. Margot n'avait pas disparu. Elle rôdait, parfois à l'autre bout du salon, parfois à quelques mètres seulement. Et dans ses yeux brillait une détermination froide, presque jubilatoire. Elle savait que quelque chose clochait, et elle comptait bien le prouver. Camille se sentait prise au piège. D'un côté,
un homme qui la connaissait sans qu'elle l'ait jamais rencontré. De l'autre, une femme puissante prête à tout pour la faire tomber. Entre les deux, une vérité fragile, instable, qui menaçait de s'effondrer à la moindre étincelle. Et elle pressentait que l'étincelle n'était plus très loin. Dans l'opulence dorée du bal lumière, les heures glissaient avec une lenteur presque dramatique, comme si chaque minute était suspendue dans une tension feutrée que seuls les initiés pouvaient décrypter. Camille, prisonnière d'un rôle qu'elle n'avait jamais voulu jouer, avançait dans un décor fait de sourires factices, de regards acérés et de politesses venimeuses. Depuis la révélation d'Étienne à propos de leur passé entrelacé, ou plutôt de son observation silencieuse à travers les années, un malaise insidieux s'était installé en elle. Mais ce n'était rien comparé à la menace plus immédiate qui planait sur eux. Margot Delacroix, héritière d'un empire bancaire sculpté dans le marbre de la haute société, avait flairé la supercherie. Et elle n'avait pas l'intention de laisser passer ce qu'elle considérait comme une humiliation personnelle. Margot connaissait les codes de ce monde comme personne. Elle savait que les coups les plus efficaces étaient ceux portés sans bruit, dans un sourire, au détour d'un mot apparemment innocent. Sa première offensive fut subtile. Elle ne se rua pas sur Camille. Au contraire, elle se rapprocha d'elle avec une élégance glaciale, un verre de champagne à la main, comme une amie curieuse. Elle lui parla de mode, de voyage, de musique, dans un ton de connivence féminin destiné à séduire, à attendrir. Camille, sur ses gardes, répondit avec une prudence calculée, sentant que chaque mot pourrait être retourné contre elle. Puis vinrent les allusions. « Vous avez un accent particulier, vous savez, pas vraiment parisien. C'est charmant. Vous êtes d'ici » Camille sourit poliment. « Je suis française, oui. » Margot haussa légèrement les sourcils, comme amusée par la réponse vague, et continua, cette fois en regardant ostensiblement ses mains. « Vous avez des doigts de travailleuse. Pas comme les nôtres. Ils ont des marques, des traces. On sent qu'ils ont manipulé des choses délicates. Des fleurs peut-être ?» Le cœur de Camille manqua un battement. Margot savait, ou du moins elle pressentait. Camille tenta une réponse neutre, mais l'autre femme coupa court. « Je suppose que vous avez vos secrets. Nous en avons tous, n'est-ce pas ?» Peu après, Margot s'éclipsa dans la foule, mais Camille comprit que la guerre avait commencé. Elle informa discrètement Étienne de leur échange, mais il haussa les épaules. « Elle aime jouer. Elle va tester tes limites. Le tout, c'est de ne pas réagir. Plus tu restes calme, plus elle perd le contrôle. » Mais Camille n'était pas faite de ce marbre impassible. Elle avait le sang chaud sous la peau, et si elle se contenait, c'était par nécessité, pas par habitude. Margot revint plus tard, armée d'un sourire encore plus grand. Cette fois, elle ne s'adressa pas directement à Camille, mais parla d'elle en présence de tiers, toujours sur le ton badin des grandes dames. C'est fascinant comme certaines femmes parviennent à séduire sans avoir de passé, n'est-ce pas? Une apparition comme ça sortie de nulle part, et hop, elle est la femme d'un des hommes les plus puissants de France. Puis, s'adressant à Camille sans même changer de ton, « Vous avez un don. Il faut le reconnaître. » Les rires autour d'elle furent gênés. Mais personne n'osa la contredire, car Margot Delacroix ne perdait jamais. Camille, bien que profondément atteinte par cette cruauté déguisée, se contenta de répondre avec une froideur qu'elle ne se connaissait pas. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la facilité avec laquelle certaines personnes confondent silence avec vide. Cette réplique, aussi tranchante qu'un éclat de verre, coupa court à l'attaque. Margot recula, le regard légèrement assombri. Elle venait de comprendre que sa cible ne se laisserait pas détruire en silence. Mais Margot avait plus d'un atout dans sa manche. Elle connaissait des journalistes présents ce soir-là, des attachés de presse, des décorateurs, des assistants. Elle fit circuler des questions, glissa des doutes, manipula les perceptions. Rapidement, plusieurs invités commencèrent à chuchoter à propos de l'identité réelle de Camille. Une femme discrète, sans photo de mariage, sans famille présente, sans passé social identifiable. Des rumeurs commencèrent à courir. Elle n'était pas qui elle prétendait être. Elle n'avait pas de titre, pas d'héritage, pas de nom connu. Était-elle une actrice? Une courtisane? Pire encore, une imposture sociale. Mais plus Margot lançait ses assauts, plus Étienne renforçait leur alliance. Il ne se contentait plus de faire semblant. Il devenait un bouclier. Lorsqu'un invité osa demander à Camille d'où elle venait réellement, Étienne intervint avec calme. Elle vient d'un endroit que peu de gens ici connaissent, la vérité. Il tenait sa main plus souvent,
posait son regard sur elle avec une tendresse non feinte, l'entourait de gestes protecteurs. Camille, bouleversée, se rendait compte qu'un glissement avait opéré. Ce qui avait commencé comme un accord cynique prenait une teinte étrange, presque réelle. Le regard qu'il posait sur elle n'était plus celui d'un comédien, et elle-même, malgré sa méfiance, ne parvenait plus à maintenir la distance émotionnelle qu'elle s'était imposée. Lorsqu'il lui glissa à l'oreille « Ce soir, tu m'as sauvé », elle comprit qu'ils avaient franchi une ligne invisible. Margot, elle, sentait la victoire lui échapper, et dans ses yeux, la rage froide remplaçait la coquetterie. Elle ne souriait plus, elle calculait. Elle allait chercher autre chose, plus tranchant, plus décisif. Ce n'était plus une partie de poker, c'était une guerre d'usure, et Camille, pour la première fois de sa vie, avait décidé de rester debout. Peu importait que ses origines soient modestes, que son monde soit fait de fleurs et de silence. Ce soir, elle n'était pas seulement la fleuriste invisible de Paris, elle était celle qui, sans nom ni pédigré, tenait tête à une reine sociale. Et dans les yeux d'Étienne, elle voyait se refléter cette vérité nouvelle, cette lumière inattendue qui pourrait bien tout changer. Lorsque la musique reprit dans la salle principale, une valse lente portée par un quatuor de cordes aux accents nostalgiques, Camille sentit son corps répondre presque malgré elle à l'appel du mouvement. Étienne, sans prononcer un mot, lui tendit la main, et cette fois, ce ne fut pas un geste calculé pour maintenir les apparences. C'était une invitation, simple, silencieuse, presque intime. Elle posa sa main dans la sienne et ils avancèrent vers la piste de danse. Autour d'eux, les autres couples semblaient soudain flous, comme si le décor tout entier s'effaçait derrière l'intensité du lien qui se formait entre eux. Il n'y avait plus de mensonge dans la façon dont leurs corps se rapprochaient. Leurs regards s'accrochaient l'un à l'autre avec une honnêteté rare, comme si chacun cherchait dans les yeux de l'autre une réponse qu'il n'avait jamais osé formuler. Camille, qui avait commencé cette soirée en se sentant étrangère à tout, commençait à percevoir dans les silences partagés avec Étienne une forme de compréhension inédite. Il ne la regardait pas comme un trophée ou une énigme sociale, mais comme une présence authentique qui ne devait rien à personne. Étienne lui murmura pendant qu'il tournait lentement sous les lustres « Tu sais, j'ai toujours vécu dans un monde où tout était prévu à l'avance. Les mariages, les investissements, les amitiés. Rien n'était spontané. Puis tu es arrivé, comme une erreur dans le système. Une anomalie magnifique. » Camille sourit, mais un sourire grave. Elle comprenait mieux maintenant. Il ne l'avait pas choisi au hasard. Il l'avait espéré, presque rêvé, comme une issue de secours d'un univers trop bien huilé. Elle ne savait pas encore si elle voulait être ce refuge, mais une chose était certaine. Elle ressentait aussi quelque chose qui dépassait le cadre de leur jeu. À mesure que la soirée avançait, les gestes entre eux devenaient plus naturels, plus doux. Il lui proposait du champagne sans formalité, lui effleurait la main en passant derrière elle, la regardait comme si elle était la seule à vraiment exister dans cette pièce remplie d'artifices. Camille, quant à elle, se surprenait à lui poser des questions personnelles, pas pour alimenter leur rôle de façade, mais par réelle curiosité. Elle voulait savoir ce qu'il lisait, ce qu'il écoutait, quels endroits de Paris il aimait visiter quand il n'était pas sous les projecteurs. Il lui parla de son enfance brièvement, mais avec une franchise désarmante. D'un internat suisse où il avait appris à sourire sans joie, d'une mère absente et d'un père rigide qui l'avait élevé comme on prépare un héritier, pas un fils. Il lui raconta son premier échec amoureux, une jeune pianiste qu'il avait voulu épouser mais que sa famille avait écartée sans ménagement. Et elle, en retour, lui confia des bribes de sa propre solitude. Le silence de l'appartement de Nanterre après la mort de sa mère. Le père qui s'était effacé sans un mot. Les années à construire une existence discrète, dans l'ombre des événements qu'elle décorait. Il n'y avait pas de promesses ni d'attente dans ces échanges, seulement une vérité nue, posée là entre eux. Et dans cette sincérité inattendue, Camille sentit une chaleur grandir en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas dans une posture de défense. Elle n'avait rien à prouver, rien à cacher. Il l'acceptait telle qu'elle était, sans masque, sans titre, sans décor. Ils s'isolèrent un moment sur la terrasse, loin de la musique et des regards. La nuit parisienne s'étendait devant eux, vaste, brillante, pleine de cette magie froide qu'ont les villes anciennes. Camille s'appuya sur la balustrade de pierre, les cheveux caressés par le vent. Étienne resta à côté d'elle, sans parler. Il respectait ses silences, comme on respecte un langage sacré.
Puis, après quelques minutes, il dit « Tu sais, j'ai eu beaucoup de femmes à mes côtés, des femmes brillantes, belles, cultivées, mais jamais je n'ai eu envie de baisser la garde devant l'une d'elles. Avec toi, je n'ai pas besoin de jouer. » Camille tourna lentement la tête vers lui. Pourtant, tout ça a commencé par un jeu. Il acquiesça, grave. Oui, mais ce qui est vrai, c'est ce que je ressens maintenant. Elle se demandait comment une soirée pouvait suffire à créer une telle intensité. Était-ce l'effet du mensonge initial qui rendait chaque moment plus brûlant? Ou bien était-ce simplement la vérité qui, en s'immisçant dans le décor de la fiction, révélait ce que ni l'un ni l'autre n'aurait osé chercher autrement? Elle n'avait pas de réponse, seulement une certitude nouvelle. Elle ne voulait pas que la nuit se termine. Lorsqu'ils revinrent dans la salle, les regards s'étaient modifiés. Les murmures persistaient, mais ils avaient changé de nature. Ce n'était plus la suspicion qui dominait, mais l'étrange fascination qu'un couple peut provoquer lorsqu'il donne l'impression d'être réellement unis. Margot observait toujours, depuis un coin de la pièce entourée de ses fidèles, mais son sourire avait disparu. Elle comprenait qu'elle avait perdu quelque chose de plus profond que la bataille sociale. Elle n'avait pas seulement été devancée dans un jeu de stratégie, elle était en train d'être effacée par une vérité qu'elle ne pouvait ni acheter ni comprendre. Camille, de son côté, n'avait plus peur. Elle ne jouait plus. Chaque sourire, chaque mot, chaque regard était devenu réel. Elle avait trouvé en Étienne un homme brisé mais honnête, capable d'admettre ses failles, prêt à désapprendre ce qu'on lui avait inculqué pour découvrir une forme de liberté à ses côtés. Et lui voyait en elle plus qu'une échappatoire. Il voyait une femme entière, forte, capable de beauté même dans la douleur. Le mensonge qui les avait réunis n'était plus qu'un prétexte. Ce qui les liait désormais était fait de silence habité, de gestes légers, de confidences partagées au milieu du luxe artificiel. Et ce lien, inexplicable mais indéniable, allait devenir leur force face à ce qui s'annonçait. Car tous deux savaient que Margot n'avait pas dit son dernier mot. Mais ils étaient moins près désormais, ensemble. L'illusion d'un rapprochement sincère, tissé au fil des heures dans les salons brillants du bal Lumière, fut soudain interrompue par un événement aussi banal qu'explosif. La vibration discrète d'un téléphone dans la poche d'Étienne. Il consulta brièvement l'écran et sans un mot son visage se referma comme une porte que l'on claque. Camille, qui jusqu'à présent s'était habituée à la présence constante de ses regards posés sur elle, sentit aussitôt le vide laissé par son éloignement. Il s'excusa à voix basse, invoquant un appel urgent, et quitta la salle avec une allure maîtrisée, mais son dos trahissait une tension qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Elle resta seule près du buffet, une coupe à la main qu'elle ne porta pas à ses lèvres. Les conversations autour d'elle se poursuivaient, mais elle n'y prêtait plus attention. Margot avait disparu depuis un moment, et Camille comprenait que l'absence de l'une et le retrait de l'autre n'était pas une simple coïncidence. Elle balaya la salle du regard, hésita puis suivit discrètement la direction qu'avait prise Étienne. Elle n'avait aucune envie de jouer à l'espionne, mais son instinct lui dictait que quelque chose d'important venait de se produire. Dans un couloir latéral, derrière une porte entr'ouverte, elle perçut des voix basses, celle d'Étienne, tendue, retenue, et celle d'un homme plus âgé, avec un ton tranchant, presque méprisant. Elle n'entendait pas tout, mais certains mots franchirent clairement la distance. Délai, héritage, conditions du testament, marié avant la fin de l'année. Puis un silence, suivi de la phrase qui, pour Camille, fit basculer la nuit. Si tu n'es pas marié légalement avant le 31 décembre, tu perds tout. Elle recula d'un pas, comme si elle avait reçu un coup. Son souffle se bloqua dans sa gorge, son estomac se noua. Elle aurait voulu que ce soit un malentendu, un contexte flou, une phrase arrachée à une autre discussion. Mais tout en elle savait qu'elle venait d'entendre la vérité nue. Étienne avait une motivation supplémentaire, une urgence dissimulée qui expliquait bien des choses. Ce mariage improvisé, cette mascarade si soudainement bien accueillie, ce besoin désespéré de lui faire jouer un rôle. Ce n'était pas seulement pour échapper à Margot, c'était pour sauver sa fortune. Et elle, Camille, s'était retrouvée mêlée à cela sans aucun avertissement. Elle retourna dans la salle, le cœur battant, les joues froides malgré la chaleur ambiante. Étienne la rejoignit quelques minutes plus tard, l'air égal, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Elle ne le regardait plus de la même façon. Chaque mot qu'il prononçait sonnait désormais comme une possible manipulation. Chaque geste devenait suspect.
Et lui, bien que visiblement inquiet par sa soudaine réserve, ne posait pas de questions. Peut-être sentait-il qu'elle savait. Ils continuèrent à jouer leur rôle quelques instants encore, mais la magie avait disparu. Camille, rongée par la colère et la déception, cherchait à comprendre ce qui relevait du vrai et du faux dans les dernières heures. Avait-il seulement ressenti quelque chose pour elle? Ou n'était-elle qu'un outil, un pion sur l'échiquier de son avenir financier? Elle se souvenait de ses confidences, de ses regards, de ses mains qui frôlèrent les siennes, comme si elle les connaissait. Était-ce aussi un calcul? Elle demanda à s'isoler un moment, prétextant une migraine. Étienne, inquiet, proposa de la raccompagner, mais elle refusa sèchement. Seule, dans un salon désert, elle s'assit et tenta de reprendre le fil de ses émotions. Elle avait cru à cette nuit. Elle s'était laissée emporter par la chaleur de leur connexion, oubliant qu'ils étaient deux étrangers unis par un mensonge. Pire, elle avait laissé entrer l'espoir dans son cœur, et cet espoir, désormais, ressemblait à une trahison. Étienne finit par la retrouver. Il entra sans bruit, s'approcha lentement, sans la toucher. « Camille, je sens que quelque chose ne va pas. Dis-moi ce qu'il se passe. » Elle se leva d'un bond, les yeux sombres. « Tu m'as utilisé. » Il resta figé. Elle continua. « Je t'ai entendu. Le testament, le mariage, le délai. Tu ne m'as pas choisi pour ce que je suis. Tu m'as choisi parce que tu étais coincé. » Il voulut répondre, mais elle le coupa. « Tu aurais pu être honnête. Tu m'as laissé croire que tout cela, que ce qu'on partageait ce soir était réel. Et peut-être que ça l'était, au moins pour moi. Mais toi, tu savais exactement ce que tu faisais depuis le début. » Étienne baissa la tête. Il ne nia pas. Il ne tenta pas de se justifier. Il la regarda seulement avec une tristesse sourde. « Je n'ai pas menti sur ce que je ressens, Camille. Tout le reste, oui, c'était un mensonge. Mais pas ça. Pas toi. » Elle secoua la tête. « C'est trop tard. Tu aurais pu me faire confiance. Tu as préféré me manipuler. » Elle tourna les talons, quittant la pièce, laissant derrière elle un homme figé dans le silence et la honte. Alors qu'elle sortait à l'air libre, sous un ciel sans étoiles, Camille sentit la morsure du froid sur sa peau nue. Le conte de fées s'était effondré. Elle n'était plus une épouse d'un soir, ni une imposture mondaine. Elle redevenait ce qu'elle avait toujours été, une femme seule, indépendante, fière et désormais blessée. Mais cette blessure, elle le savait déjà, allait devenir sa force. Car même si Étienne avait trahi sa confiance, même si les jeux de pouvoir avaient tenté de la broyer, elle s'était tenue droite, fidèle à elle-même. Et elle n'allait plus permettre à personne de la faire plier. Le silence était devenu le seul compagnon d'Étienne après le départ de Camille. Il était resté seul dans le salon déserté, les lumières tamisées jetant des ombres longues sur les murs décorés de moulures. Les rires des invités au loin semblaient venir d'un autre monde, trop éclatant, trop insouciant. Il se tenait immobile, incapable de bouger, incapable surtout de fuir ce qu'il ressentait. La colère de Camille, ses mots tranchants, cette douleur dans sa voix, rien de tout cela ne le quittait. Il comprenait et c'était précisément ce qui lui faisait mal. Elle avait raison. Il avait menti par omission et parfois, ce genre de silence pesait bien plus lourd qu'un mensonge formulé. Mais ce que Camille ignorait encore, c'était que ce bal n'avait jamais été le point de départ. Ce n'était ni un hasard, ni une impulsion soudaine. Étienne l'observait depuis longtemps, bien avant que le nom de la Croix ne vienne ternir son quotidien de pression sociale. Tout avait commencé un jour de printemps, il y avait près de 8 mois lors d'un événement discret organisé dans un musée privé du quartier du Marais. Camille était là, vêtue d'un uniforme noir, agenouillée au pied d'un immense vase, réajustant des branches d'eucalyptus dans une composition florale moderne. Personne ne faisait attention à elle. Les invités discutaient, les serveurs passaient avec des plateaux d'argent, et pourtant Étienne n'avait d'yeux que pour elle. Il ne savait pas pourquoi. Elle n'était pas particulièrement mise en valeur, elle ne parlait à personne. Mais il y avait dans la précision de ses gestes, dans l'attention qu'elle portait aux détails, une forme de grâce qui le fascina. Elle semblait totalement absorbée par sa tâche, comme si rien autour n'existait. Et ce fut là, dans cette scène anodine, qu'il comprit qu'il venait de voir quelque chose d'unique. Elle était hors du décor, et pourtant, elle le tenait tout entier. Il demanda son nom à l'organisateur de l'événement, qui répondit en haussant les épaules. Une fleuriste de l'atelier Vernet, je crois. Très discrète. Ce nom resta gravé dans son esprit. Camille Morel. Pendant des semaines,
il ne cessa de la revoir en pensée. Alors il commença à remarquer ses créations ailleurs, dans d'autres événements, d'autres galas, d'autres expositions. À chaque fois, les compositions avaient cette même sensibilité, cette même délicatesse invisible aux yeux pressés. Étienne, lui, prenait le temps. Il s'informait. Il apprit à reconnaître la patte de Camille. Peu à peu, une admiration se transforma en obsession douce. Il avait songé, à plusieurs reprises, à lui parler. Il aurait pu se présenter, lui proposer un café, évoquer ses compositions. Mais quelque chose le retenait toujours, une peur ancienne, celle de ne pas être vu pour ce qu'il était réellement. Dans son monde, il n'était jamais qu'un nom, un compte bancaire, une position. Avec Camille, il pressentait la possibilité d'être simplement un homme. Mais il n'avait pas trouvé le courage de briser la distance. Et puis il y avait eu cette visite au cimetière, presque par hasard. Il venait se recueillir sur la tombe de son père, dans un moment de doute sur sa place dans l'héritage familial. Il l'avait vu là, seul, une gerbe de pivoines à la main, agenouillée devant une tombe modeste. Ce fut un choc. Elle n'était pas fleuriste ce jour-là. Elle était juste Camille. Et dans le silence de ce moment suspendu, il vit une autre facette d'elle, empreinte de mélancolie, de profondeur, de quelque chose d'intouchable. Ce fut ce jour-là qu'il décida qu'il ne voulait plus l'oublier. Mais la vie, avec ses tours cruels, précipita les choses. Le testament de son grand-père, ouvert après une longue procédure, comportait une clause inattendue. Étienne ne pourrait hériter de la direction de la holding familiale que s'il était marié de façon stable avant la fin de l'année. Une condition rétrograde, imposée par un patriarche soucieux de tradition, mais juridiquement contraignante. Étienne n'avait pas le choix s'il voulait éviter que l'empire bâti par 3 générations ne tombe entre les mains des actionnaires adverses. Ce fut à ce moment-là que Margot réapparut. Elle connaissait la clause. Elle savait qu'elle pouvait en profiter. Leur passé commun, fait de convenances et de fréquentations croisées, l'avait convaincue qu'elle était la candidate naturelle à ce mariage stratégique. Elle intensifia ses apparitions, lança des rumeurs, imposa sa présence. Étienne étouffait, cherchant une sortie, un moyen de fuir cette prison dorée sans déclencher un scandale. Et puis, il y eut ce soir-là. Camille, entrée par erreur dans le bal, vêtue d'une robe qui ne lui appartenait pas mais portant toujours ce calme singulier qui l'avait fascinée dès le début. Elle ne savait rien de la clause, rien de Margot, rien du piège qui se refermait sur lui. Elle était là, simple, inattendue, comme une réponse tombée du ciel. Il n'eut pas le courage de tout lui expliquer. Il prit une décision précipitée, poussé par la peur de perdre une opportunité de vérité dans un monde qui n'en offrait plus. Il l'avait choisie, oui, mais pas comme une stratégie. Il l'avait choisie parce qu'elle représentait ce qu'il n'avait jamais eu, une chance d'aimer sans artifice. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle accepte, encore moins à ce que cette mascarade déclenche en lui des émotions si réelles. Chaque minute passée avec elle renforçait cette évidence. Elle n'était pas un choix de circonstance, elle était un besoin. Mais en gardant le silence sur le contexte, il avait tout gâché. Camille, de son côté, ignorait encore tout de cette histoire. Elle n'avait entendu qu'un fragment, une vérité arrachée à un contexte qu'elle ne connaissait pas. Pour elle, Étienne n'était plus qu'un homme riche, prêt à tout pour protéger ses privilèges. Et il savait qu'aucune explication ne suffirait si elle refusait de l'entendre. Mais il lui restait une chose, un choix. Il pouvait continuer à se taire, à la laisser s'éloigner, ou il pouvait décider, enfin, de tout révéler. Pas pour la convaincre, mais pour lui rendre ce qu'il lui devait, la vérité, toute la vérité, même si cela signifiait tout perdre. Et cette fois, il savait qu'il ne pouvait plus se permettre une seule omission. Le calme apparent retrouvé dans les jours suivant le bal n'était qu'un leurre, un interlude trompeur. Camille avait quitté la soirée sans un mot de plus, laissant Étienne seul au milieu des dorures, avec pour seule compagnie le souvenir de ses reproches et de son regard blessé. Le lendemain matin, la presse n'avait encore rien flairé. Les premières photos du bal Lumière étaient publiées dans les rubriques mondaines, et certains clichés immortalisant Étienne au bras d'une femme inconnue éveillaient l'intérêt des chroniqueurs. Les spéculations commençaient timides, mais la tempête, elle, couvait ailleurs, car Margot Delacroix n'avait pas renoncé. Loin de là. Humiliée publiquement, contournée dans un plan qu'elle croyait acquis, elle avait décidé de frapper. Et elle le ferait avec la violence froide de ceux qui ne tolèrent aucune faiblesse.
Margot n'agissait jamais dans la précipitation. Elle ne criait pas, ne menaçait pas à découvert. Elle utilisait les outils de son monde, les réseaux, les alliés, les rumeurs étouffées et les révélations contrôlées. Dans les heures qui suivirent le bal, elle fit ses appels, activa ses informateurs et lança une enquête discrète. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir ce qu'elle cherchait. Un nom, une adresse, une fiche professionnelle oubliée dans un annuaire de prestataire. Camille Morel, fleuriste employée de l'atelier Vernet. Margot sourit sans joie en lisant le maigre dossier qu'on lui remit. Aucune ascendance noble, aucun héritage, pas de titre, pas d'appartenance sociale. Juste une femme ordinaire dont la seule intrusion dans ce monde de privilèges tenait à son talent floral et à un concours de circonstances. Pour Margot, c'était la preuve d'une fraude. Et elle allait s'en servir. 3 jours après le bal, Margot convoqua ses alliés dans un cercle restreint à un événement qu'elle co-organisait. Une vente de charité privée dans un palace de la rive droite. Étienne y était invité, bien entendu. Il ne pouvait pas refuser sans éveiller les soupçons. Camille, de son côté, avait décidé de ne pas s'y rendre. Elle avait coupé tout contact, se cloîtrant dans le silence, tentant de comprendre où s'était mêlé le vrai et le faux dans ce tourbillon qui l'avait submergée. Étienne avait tenté de l'appeler, plusieurs fois. Elle n'avait jamais répondu. Ce fut donc seul qu'il arriva à la réception. Il souriait par habitude, serrait des mains, répondait aux questions d'usage, mais son regard trahissait une absence. Il scrutait chaque visage, chaque coin de la salle, espérant l'impossible apparition de Camille. Ce qu'il ignorait, c'est que Margot avait prévu un tout autre spectacle. Elle avait orchestré son moment comme une mise en scène théâtrale. Un écran fut installé, sous prétexte de projeter un court documentaire sur les œuvres soutenues par la Fondation. La salle, curieuse, s'installa. Les lumières s'éteignirent, mais ce ne fut pas un documentaire qui apparut à l'écran. Les premières images montraient une devanture de boutique parisienne, fleur de silence, puis une vidéo d'un événement mondain, filmé à la volée, où l'on reconnaissait Camille en arrière-plan, en train de disposer des compositions florales. Un murmure parcourut la salle, des photos s'enchaînèrent. Camille manipulant des fleurs, en uniforme, visiblement au travail, puis un extrait d'un registre commercial, où son nom apparaissait comme salarié. La dernière image fut celle du bal, elle au bras d'Étienne, souriante, sublime, et désormais exposée. Le silence qui suivit fut lourd, électrique. Certains invités se tournèrent vers Étienne, d'autres vers Margot, debout, fière, triomphante, tenant une coupe comme une arme invisible. Elle brisa le silence d'une voix calme mais implacable. Voilà donc celle qui prétendait être l'épouse d'Étienne Belle-Rose. Une décoratrice de fleurs, parachutée dans nos cercles. Une illusion charmante, mais une illusion tout de même. Les réactions furent multiples, des rires étouffés, des regards choqués, quelques applaudissements discrets, ironiques. Étienne se leva lentement. Il ne regarda pas Margot. Il fixa l'écran encore allumé, comme s'il revivait chacune de ces images. Puis il quitta la salle sans un mot. Son silence n'était pas une fuite, c'était une promesse, une urgence. Il savait que Camille verrait ces images, tôt ou tard, que les médias s'en empareraient. Il devait la retrouver avant que cela n'éclate à grande échelle. Mais Camille, elle, avait déjà vu. Elle n'était pas restée indifférente aux rumeurs. Des messages d'amis, de collègues l'avaient alertée. Une vidéo circulait, une humiliation publique. Elle l'avait regardée, seule, dans son appartement, les volets fermés. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement compris à quel point ce monde pouvait être cruel. Elle n'en voulait plus. Elle ne voulait plus jamais se retrouver au centre d'un théâtre où sa sincérité serait utilisée contre elle. Quand Étienne frappa à sa porte le soir même, elle ne lui ouvrit pas. Il appela son prénom, doucement, à travers le bois. Elle resta immobile. Il resta là de longues minutes, puis partit. Elle l'entendit descendre les escaliers lentement, comme si chaque marche était une barrière de plus entre eux. Elle savait qu'il souffrait, mais elle souffrait aussi. Et parfois, l'amour ne suffit pas à réparer ce qui a été brisé en plein jour, devant des témoins, sans défense. Ce soir-là, Paris brillait comme toujours, indifférente aux vies qu'elle broyait dans ses salons dorés. Margot, quelque part, célébrait sa victoire. Étienne, ailleurs, ruminait sa perte. Et Camille, seule, comprenait enfin que le mensonge, même né d'un élan sincère, peut détruire plus sûrement que la haine. Mais au fond d'elle, malgré tout,
Une étincelle persistait. Ce n'était pas une fin, c'était une fracture. Et parfois, c'est dans la fissure que la lumière entre. Les jours qui suivirent furent un mélange d'implosion médiatique et de silence assourdissant. Le scandale, d'abord contenu dans les cercles fermés de la haute société parisienne, s'était rapidement étendu aux journaux mondains, puis aux médias nationaux. Les titres se succédaient, toujours plus accrocheurs, toujours plus intrusifs. La grande imposture du bal Lumière, le millionnaire et la fleuriste, une fausse romance révélée. Camille Morel, l'invité de trop. Son nom, son visage, son passé furent disséqués, commentés, parfois moqués. On ressortit de vieilles photos, on interviewa d'anciens camarades d'école, on inventa des détails croustillants pour combler les silences. Camille, de son côté, avait quitté Paris. Elle avait trouvé refuge à Lyon, dans un appartement prêté par une ancienne amie de formation. Elle restait enfermée la plupart du temps, évitant les appels, les messages et surtout les réseaux sociaux. Elle avait supprimé tous ses comptes, changé de numéro. Ce qu'elle voulait, plus que tout, c'était disparaître. Non pas fuir, mais retrouver un espace à elle, un silence à l'intérieur duquel elle pourrait recoller les morceaux de son identité, brisés en public. Elle avait pensé à retourner à l'atelier, mais une voix en elle lui disait que ce ne serait plus jamais comme avant. Sa discrétion avait toujours été sa force. Désormais, elle était devenue une figure exposée malgré elle. Même ses fleurs lui semblaient différentes, étrangères, comme si elles lui rappelaient le monde qu'elle avait un instant approché et qu'il avait rejeté avec une violence froide. Étienne, quant à lui, était resté à Paris. Mais il n'était plus le même. Lui aussi avait vu les articles, les vidéos, les débats sur les plateaux. Il avait vu son nom associé à la manipulation, à la trahison, à une farce cruelle jouée sur le dos d'une femme simple. Il n'avait pas pris la parole, pas tout de suite. Certains y virent une lâcheté, d'autres une stratégie. En vérité, il se taisait parce qu'il ne savait pas comment réparer. Ce qu'il avait fait, ou plutôt ce qu'il n'avait pas su empêcher, l'avait consumé de l'intérieur. Il avait essayé de la joindre, d'expliquer, mais Camille avait fermé toutes les portes. Il la comprenait. Elle avait raison. Ce fut au bout d'une semaine que tout bascula. Un matin, les médias reçurent une invitation inattendue. Étienne Belle-Rose, habituellement si secret, convoquait une conférence de presse. Le lieu, un petit théâtre indépendant sur la rive gauche, loin des grands hôtels habituels. L'heure, 10 heures précises. Aucun détail supplémentaire. L'annonce fit immédiatement le tour des rédactions. Les spéculations allèrent bon train. Certains pensaient qu'il allait nier, d'autres qu'il allait accuser Camille, d'autres encore qu'il s'apprêtait à officialiser une nouvelle relation. Mais personne ne devinait ce qu'il allait dire. Le théâtre était bondé. Journalistes, chroniqueurs, influenceurs, tous étaient là. Les caméras en place, les micros ouverts, prêts à capter chaque mot. À 10 heures pile, Étienne entra. Costume sobre, visage fermé, aucun sourire. Il s'avança vers le pupitre sans regarder la salle. Lorsqu'il parla, sa voix fut calme, posée, mais trahissait une émotion profonde. « Je vous remercie d'être venu. Je ne suis pas un homme habitué à parler en public, encore moins à propos de ma vie privée. Mais les derniers événements m'obligent à sortir du silence. » Il fit une pause, prit une inspiration, puis continua. « Ce qui s'est passé au bal Lumière n'était pas une mascarade. Ce n'était pas une blague, ni une stratégie. Oui, j'ai menti sur certains aspects. J'ai demandé à Camille Morel, cette femme que vous avez tous jugée sans la connaître, de me faire passer pour son mari. Ce soir-là, j'étais désespéré, coincé entre les attentes de mon entourage et les obligations imposées par le testament de mon grand-père. Je cherchais une échappatoire. Elle est arrivée par hasard et j'ai saisi cette chance sans réfléchir aux conséquences. Le silence dans la salle était total. On n'entendait plus que sa voix. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est ce que cette nuit allait éveiller en moi. Je ne parle pas d'un jeu, je parle d'une vérité. Camille n'a jamais cherché à me séduire, ni à s'intégrer dans mon monde. Elle n'a rien demandé, rien exigé. Elle a accepté par compassion, par gentillesse, et elle l'a payé cher, trop cher. Il s'interrompit à nouveau, visiblement ému, puis il releva les yeux vers les caméras. Je suis tombé amoureux d'elle, pas d'un rôle, pas d'une façade, d'elle, de sa sincérité, de sa force, de son regard sur le monde. Et je comprends qu'elle ne me croit pas. Je comprends qu'elle veuille m'oublier, mais je ne peux pas laisser cette histoire se résumer à une humiliation.
Alors aujourd'hui, publiquement, je vous le dis, je l'aime. » Des murmures parcoururent la salle. Certains journalistes, déconcertés, posaient déjà des questions. Étienne les arrêta d'un geste. « Je ne répondrai à aucune question. Ce n'est pas un communiqué de crise. Ce n'est pas une opération de communication. C'est un homme qui parle à la femme qui l'a blessé. Camille, si tu m'écoutes, je n'attends rien de toi. Ni pardon, ni retour. Je veux seulement que tu saches que, pour moi, tout ce qui s'est passé était vrai, et que je suis prêt à tout abandonner pour que tu puisses vivre en paix, même si cela signifie vivre sans moi. » Il quitta la scène sans un mot de plus, laissant derrière lui un public figé, incapable de réagir. Les images furent diffusées partout, à la télévision, sur Internet, dans les journaux. Même ceux qui le critiquaient ne purent ignorer la sincérité de ses mots. Le ton, le regard, l'absence de défense. Tout trahissait un homme réellement épris, prêt à se mettre à nu sans attendre de récompense. Camille vit la vidéo dans l'appartement lyonnais. Une amie lui l'envoya, sans commentaire. Elle regarda en silence, une fois, puis une deuxième, puis une troisième. À chaque fois, les mots d'Étienne la touchaient plus profondément. Elle aurait voulu les rejeter, mais quelque chose en elle résistait. Ce n'était pas de la naïveté, c'était de la reconnaissance. Elle savait faire la différence entre un homme qui se défend et un homme qui se rend. Étienne ne cherchait pas à sauver sa réputation, il cherchait à lui rendre sa dignité, et c'était peut-être, au fond, la seule preuve d'amour qu'elle n'attendait pas, mais dont elle avait besoin. Lyon, un matin gris de fin d'automne. Le ciel semblait hésiter entre la pluie et la brume, comme si la ville entière retenait son souffle. Camille se tenait devant la vitrine d'une petite librairie du vieux Lyon, les mains dans les poches, le col de son manteau relevé contre le vent. Elle lisait les titres des ouvrages exposés sans vraiment les voir. Son esprit était ailleurs. Depuis la conférence de presse d'Étienne, tout avait changé. Elle ne sortait plus comme avant. Elle évitait les foules, mais surtout elle vivait dans un état étrange de suspension. Elle n'avait répondu à personne, ni à ses amis, ni à son ancienne patronne, ni même à l'ami qui lui avait prêté l'appartement. Elle n'avait prononcé le nom d'Étienne qu'en silence, dans les conversations muettes qu'elle tenait avec elle-même, le soir, dans son lit. Elle l'avait vu parler, elle avait vu ses yeux. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme en représentation. Elle connaissait trop bien les regards vides des hommes de pouvoir pour confondre. Ce qu'il avait dit, il l'avait dit sans filet, sans protection. Et ce qui l'avait bouleversé, ce n'était pas la déclaration d'amour. C'était cette phrase, simple, terrible. Même si cela signifie vivre sans moi. Il n'avait pas demandé pardon, il l'avait offert. Il avait rendu à Camille ce que le scandale lui avait volé, le droit de choisir. Et maintenant, le choix lui appartenait. Elle aurait pu rester là, loin de lui, dans cet anonymat reconquis. Elle aurait pu reconstruire sa vie ailleurs, effacer les traces, recommencer. Mais l'idée de recommencer sans lui avait perdu toute saveur. Ce fut donc sans prévenir, sans réfléchir longtemps, qu'elle quitta la librairie et marcha jusqu'à la gare. Elle n'acheta pas de billets. Elle monta dans le premier train pour Paris, comme on monte dans une promesse. Pendant le trajet, elle revit chaque moment. La première phrase, « Dites que je suis votre mari ». La première danse, le premier doute, la première colère. Et surtout, cette impression que quelque chose de vrai s'était glissé à travers les mensonges. Arrivée à Paris, elle ne prit pas de taxi. Elle marcha. Elle avait besoin de sentir les pavés, les rues, les passants, de réhabiter cette ville qui avait été le théâtre de son humiliation, mais aussi, peut-être, le lieu d'une réparation. Elle n'avait aucune idée d'où il pouvait être. Elle n'allait pas appeler, elle n'allait pas écrire. Elle voulait le voir comme on voit une vérité en face. Alors elle alla là où elle savait qu'il n'y aurait ni paparazzi ni caméra, pas sa résidence officielle ni son bureau. Elle alla au seul endroit qu'il avait évoqué sans filtre, un soir sur cette terrasse où leurs regards s'étaient trouvés pour la première fois. Un jardin discret du 6e arrondissement, près d'un square oublié où il aimait se promener tôt le matin. Elle arriva à l'entrée. Il était là, assis sur un banc, un livre fermé sur les genoux, les yeux dans le vide. Il ne l'avait pas vu. Camille s'approcha lentement, sans bruit. Lorsqu'elle fut à 2 pas, il leva la tête. Il ne dit rien. Ses lèvres tremblèrent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Elle non plus ne parlait pas. Pendant quelques secondes, ils se contentèrent de se regarder.
Puis elle s'assit à côté de lui. Le banc grinça légèrement. Le vent se leva. Elle inspira profondément. « Tu n'as pas eu besoin de faire tout ça. » Il baissa les yeux. « Si, j'en avais besoin, pas pour te convaincre. Pour être digne de t'avoir un jour connu. » Elle le regarda, longuement. « Tu aurais pu me le dire dès le début. Tu aurais pu me faire confiance. » Il hocha la tête. « J'ai eu peur. Que tu partes si tu savais. Que tu me regardes comme les autres. » Elle sourit, un sourire triste. « Et tu as fini par provoquer exactement ça. » Il acquiesça encore. « Je sais. » Ils restèrent là silencieux pendant un long moment. Puis Camille reprit. « Tu veux toujours que je dise que tu es mon mari ?» Étienne tourna vers elle un regard incrédule. « Ce n'est pas une question que j'oserais encore te poser. » Elle posa sa main sur la sienne. « Moi, je veux te poser la mienne. Tu veux être mon mari, pour de vrai. Pas pour ton héritage, pas pour la façade. Juste parce que c'est toi. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda ses doigts entrelacés avec les siens. Puis il murmura « C'est tout ce que j'ai jamais voulu, mais je ne savais pas que j'avais le droit. » Camille se leva. Elle le tira doucement par la main. Ils marchèrent ensemble, dans le petit jardin, loin du bruit, loin du jugement. Il n'y avait plus d'invention, plus de rôle, plus de spectateurs. Juste deux êtres qui avaient à traverser le mensonge pour atteindre quelque chose de plus fort que la vérité. Le choix libre de s'aimer malgré tout. Étienne lui demanda où elle logeait. Elle lui répondit qu'elle n'avait rien gardé. Il lui demanda ce qu'elle voulait. Elle répondit « recommencer, mais à deux ». Ils n'étaient plus dans le monde d'avant. Le scandale ne disparaîtrait pas. Les regards reviendraient, les journalistes aussi. Mais quelque chose avait changé. Ils avaient repris le contrôle du récit, le leur. Et ce récit allait commencer sans masque, sans façade, simplement, dans la main de l'autre, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait. Quelques mois plus tard, le même lustre en cristal qui avait autrefois été le témoin d'une mascarade brillait dans le grand salon de l'hôtel particulier. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Les arrangements floraux, signés Camille, étaient installés avec une perfection absolue, et chaque pivot de lumière semblait célébrer non une illusion, mais une vérité enfin assumée. Les fleurs suspendues, les tulipes et les pivoines, les gypsophiles étincelants, tout respirait l'élégance, mais aussi la sincérité de celle qui les avait conçus. Les invités entraient, charmés, fascinés par l'harmonie de couleurs et par la beauté subtile des compositions. Et parmi eux, aucun doute, aucune rumeur. Il n'y avait pas de mystère, pas d'imposture. Tout était légitime, tout était réel. Camille arriva la première, vêtue d'une robe fluide couleur ivoire, dessinée pour mettre en valeur sa silhouette, tout en conservant sa simplicité naturelle. Elle portait ses cheveux relevés avec un soin délicat, laissant échapper quelques mèches rebelles autour de son visage, ce qui lui donnait une élégance intemporelle. Les convives, en la voyant, ne pouvaient qu'admirer. Mais cette admiration n'était pas teintée de curiosité malsaine ou de suspicion. Cette fois, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle. Elle n'était pas la femme au bras d'un milliardaire pour un jeu ou une distraction. Elle était elle-même, respectée, reconnue et enfin appréciée pour ce qu'elle était. Étienne, élégant dans un costume parfaitement ajusté, attendait à l'entrée du salon. Il souriait d'un sourire sincère, apaisé. Il avait cette assurance tranquille d'un homme qui n'avait plus à se cacher derrière un masque, un costume ou des stratégies. Quand Camille entra, leurs regards se croisèrent, et un frisson parcourut la salle, mais uniquement pour eux. Aucun mot n'était nécessaire. Les yeux suffisaient. Ils se comprenaient, sans artifice, sans intermédiaire, sans crainte. Tout le passé, les mensonges, les doutes, les humiliations, tout cela n'était plus qu'un souvenir douloureux, mais qui avait forgé ce lien indestructible entre eux. Étienne s'avança vers elle et lui tendit la main. Camille, sans hésiter, la prit. Mais cette fois, ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une improvisation, c'était la première danse de leur vraie vie. Ils tournèrent lentement au rythme de la valse, les mains enlacées, le regard plongé dans celui de l'autre. Les murmures des invités se firent discrets. On les regardait avec respect, comme un couple uni par une vérité tangible et par l'amour réel. Il n'y avait ni mensonge, ni calcul, ni crainte. Il n'y avait que l'authenticité de deux êtres qui avaient choisi de traverser toutes les tempêtes ensemble. Les détails de cette soirée étaient soigneusement orchestrés
mais de manière différente. Chaque fleur racontait une partie de leur histoire. Les pivoines symbolisaient les moments d'innocence et de découverte. Les roses blanches, la pureté de leurs sentiments, les gypsophiles, la fragilité du début et la solidité qu'ils avaient construite ensemble. Camille observait son travail, consciente que cette fois tout avait un sens profond. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque choix floral, chaque nuance de couleur, tout reflétait leur parcours, leurs épreuves et leur victoire sur le mensonge et la manipulation. Elle n'était plus seulement la fleuriste invisible, elle était l'architecte de leur bonheur visible et partagé. Au milieu de la valse, Étienne s'approcha, baissa la voix et murmura. Cette fois, dis-le. Camille sourit, serrant sa main un peu plus fort. « Dis quoi ?» demanda-t-elle presque en riant. Il posa ses lèvres près de son oreille. « Que je suis ton mari. » Cette phrase, simple et parfaite, n'avait plus rien de factice. Elle était vraie, réelle. Leur mariage, bien que récent, n'était plus un prétexte. Il était la concrétisation de tout ce qu'ils avaient vécu, des illusions qu'ils avaient traversées et des émotions qu'ils avaient apprises à partager. Camille, émue, répondit avec un souffle de vérité. « Oui, tu es mon mari. » Leur danse continua, fluide, harmonieuse. Les invités les observaient, subjugués par la sincérité du moment. Il n'y avait pas besoin de mots pour expliquer leur bonheur. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard portait le poids de leur histoire. Les fleurs, créées par Camille, semblaient vibrer avec eux, comme si elles célébraient leur union. Étienne, le regard rempli d'admiration et de tendresse, la guida avec douceur, conscient de la fragilité et de la force de cette réalité qu'ils avaient bâtie ensemble. À la fin de la danse, ils se séparèrent légèrement, mais leurs mains restèrent liées. Étienne inclina la tête, souriant d'un air complice. « Cette fois, tu peux dire que je suis ton mari, parce que maintenant, c'est vrai. » Camille, avec un sourire qui illuminait son visage, acquiesça. Elle n'avait plus peur, elle n'avait plus à jouer. Elle n'avait plus à se cacher. Elle avait trouvé sa place non seulement dans ce monde, mais dans la vie d'un homme qu'elle aimait profondément, réciproquement, sincèrement. La soirée continua, mais pour eux, il n'y avait plus de menaces, plus de tension, plus de crainte. Les fleurs dansaient dans les airs, la lumière du lustre se reflétait sur les cristaux, et l'amour, enfin, avait trouvé sa place au centre de tout. Le bal, autrefois lieu de mensonges et de faux semblants, était désormais le théâtre de leur vérité. Camille et Étienne, main dans la main, marchaient dans ce monde nouveau qu'ils avaient à créer ensemble, conscients que, malgré les obstacles et les trahisons, ils avaient trouvé quelque chose de rare, de durable et de véritable. Ils dansèrent jusqu'au bout de la nuit. Chaque mouvement, chaque sourire et chaque regard cimentant ce qu'ils s'avèrent désormais inébranlable. Un amour né du chaos, de l'inattendu et de la sincérité. Un amour qui n'appartenait qu'à eux. Et dans ce moment parfait, sous les lustres scintillants et parmi les fleurs qui symbolisèrent leur parcours, Paris entière semblait s'effacer, laissant place à leur univers, enfin entièrement à eux.